Allez, c'est parti pour les graphiques. Voyons voir comment faire de magnifiques plots interactifs dans DearPyGui. Dans cette vidéo-ci, on va juste traiter les line plots, donc vraiment les graphiques les plus basiques. Si vous voulez utiliser d'autres types de graphiques, vous pouvez retrouver pas mal de démos, d'explications et d'exemples dans le code démo, qui est fourni directement par la lib, ou aller regarder la doc. Et peut-être que dans une vidéo future, je traiterai d'autres types de graphiques, mais pour le moment, restons simples. Donc au niveau de comment créer cette fameuse application, donc on repart avec la fenêtre principale. Là, on touche pas à grand chose, on a différents menus, c'est très bien, on rajoute notre thème, on touche à rien. On va ensuite rajouter une nouvelle fenêtre, donc une nouvelle classe dans mon cas, qui s'appelle ici Plot Windows. Et une fois de plus, plein de choses est commentées, on l'explorera petit à petit, mais la première chose qu'on va faire, c'est simplement, on crée une fenêtre, elle s'appelle Plot, elle a telle taille, elle est à tel endroit, elle est visible. Ok, bon, super. On va ensuite créer une line série, donc en gros, c'est-à-dire je vais créer un graphique, et ce graphique, il va avoir un axe X et un axe Y et une légende. Donc ça, quand vous voulez faire des graphiques, il faudra commencer par ça, dire ok, il y a une légende, il y a un axe, parce que sinon il va faire des trucs bizarres. Ensuite, on peut éventuellement préconfigurer ce graphique, vous allez voir ce que j'entends par préconfigurer, très rapidement, et puis ça, c'est différentes fonctions callback auxquelles on ne va pas toucher, ça ne change pas par rapport aux dernières démos. Donc théoriquement, là, je vais lancer mon programme, il y aura une fenêtre avec un graphique vide dedans. Est-ce que c'est le cas? Oui. Voilà. On a donc un graphique dans une fenêtre, voilà, comme précédemment, et dans ce graphique, on a des coordonnées. On peut zoomer, on peut se déplacer, on peut utiliser la roulette de la souris pour avancer, reculer, on peut faire le clic droit pour zoomer sur une zone, et si on fait un clic droit rapide, on a plein d'options pour changer si les axes vont automatiquement s'ajuster, si on veut les inverser, si on veut changer l'échelle, si on veut mettre les grilles ou pas, si on veut la légende, si on veut avoir un peu de lissage de nos données. Vous voyez, on a plein d'éléments qui peuvent être activés, désactivés, et c'est ça le fameux configure item que vous avez ici pour déjà préparamétrer certaines choses. Moi, dans quasiment tous mes graphiques, je veux avoir les lignes qui soient bien lissées avec l'anti-aliasing, et je veux avoir le crosshair, donc en gros c'est le machin qui nous montre où se trouve notre curseur pour mieux sélectionner les données. Donc là on a un graphique vide. Comment faire pour le remplir? Eh bien la première chose à faire, c'est créer des données synthétiques ou des données réelles. Donc là, c'est des données que vous pourrez récupérer d'un capteur, d'un fichier CSV, de n'importe quoi. Ici, je vais simplement créer donc deux listes, l'une avec des valeurs en X et l'une avec des valeurs en Y. Ça peut finalement être un data frame, un panda par exemple. Et ici, c'est quoi? C'est des valeurs qui vont de 0 à 100 en 20 points. Et ici, on va en gros faire une courbe qui ressemble à une courbe de croissance de micro-organismes, parce que c'est ce sur quoi je travaille. Donc, c'est des données que j'ai l'habitude de manipuler. Donc, d'abord, on a nos deux listes de données. Okay, si par exemple je les print, je pense que vous comprenez ce que ça fait. Print ydata, et puis on va peut-être enlever le U qui est ici. Si je relance mon programme, il va me print normalement deux listes, paf paf, dès que le programme sera initialisé, bien sûr. Voilà, on a nos deux listes, c'est juste des points. Bon, on a ces listes-là, et pour les visualiser, on va rajouter un tableau qui nous permettra de les voir. Alors pour ajouter le tableau, ça va se passer, voyons voir, ici, Data Table 1, voilà, tac. Donc qu'est-ce qu'on fait? On recrée une fenêtre qui s'appelle Data 1. Elle a un identifiant qui lui est unique, comme toujours. Donc là, c'est pour ça qu'on a Data Win 1. Très bien. On va avoir sa position, ça commence à devenir facile. Dans cette fenêtre, on rajoute une table. Dans cette table, on va rajouter deux colonnes, une qui s'appelle X et l'une qui s'appelle Y. Et puis, donc ça, c'est des colonnes, ça va créer des colonnes vides. Et puis, on va remplir ces colonnes avec, sous forme de texte, ici, donc par ligne, chaque élément de notre liste. Donc en fait, on prend nos données, on les arrondit pour éviter d'avoir des virgules jusqu'à l'infini, et puis on le met. Donc en fait, ça crée notre fenêtre, ça crée une table dedans, vide, et puis après, on va dire, maintenant, tu remplis. Okay, c'est comme ça que ça va se faire. Donc c'est juste du texte, mais ça peut être d'autres éléments. Et vous, dans votre tableau, vous pouvez même mettre des variables qui peuvent être changées. C'est vraiment, vous faites ce que vous voulez. Ici, on va rester fixe. On a ça. Et c'est à peu près tout pour le moment. Oui, on rajoute aussi un bouton qui va plot nos données. On ne va pas encore cliquer dessus. Déjà, on va aller étape par étape. Si je relance le code, là, normalement, j'ai mon graphique et ma table qui apparaît. Voilà. Donc là, vous voyez, on a X, Y, on a nos données, on est content, et on a le bouton plot data qui va déjà plotter les données. Très bien. Vous le voyez, quand on clique dessus, ça affiche nos données. Alors, comment est-ce que ça fonctionne?
eh bien on va aller voir ça dans le code. Donc là en gros j'ai quoi? J'ai une fonction callback, donc la fonction qui est déclenchée quand on clique sur le bouton. Il va nous faire quoi? Il va plot y-data et x-data plus lui donner un titre pour qu'on ait en gros ici la légende qui affiche la bonne donnée. Allons regarder ce qui se passe dans plot. Dans plot, on va avoir ici, voilà, ça plot les données. Grosso modo, il attend des données en y, donc des points, voilà, en ordonnée. Si on ne lui donne pas des données en x, parce que dans certaines mesures que j'ai, il n'y a pas de valeur en x, de temps ou quoi que ce soit, donc il va simplement dire, bah, s'il n'y a pas de valeur en x, je vais simplement incrémenter de 1 par valeur. Et puis, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va demander si le graphique existe, si la courbe existe déjà. Si elle existe déjà, on la supprime et on en recrée une nouvelle. Donc pour éviter qu'il y ait ce fameux conflit de deux tags identiques qui ne pourra pas marcher. Et donc s'il existe, on le supprime. Et puis après, on en recrée une nouvelle s'il n'existait pas avant. Et on va simplement dire, je mets une line série. Donc ça, c'est une des méthodes dans DirPyGui. On va lui donner les valeurs en X. On va lui donner les valeurs en Y. On va lui donner le label, donc le nom qui apparaîtra dans la légende. On va lui donner un parent, donc son parent c'est simplement pour dire, bah, moi je veux me mettre dans tel graphique. Donc en fait le graphique en question, c'est lui, qui a un axe X et un axe Y. Si vous avez plusieurs graphiques à plusieurs endroits, il faut que je dise, ah, bah, je mets les données dans cet axe-là, ou cet axe-là, ou cet axe-là. L'avantage, c'est que, vous voyez, le callback, il est complètement séparé. C'est-à-dire que cette fonction-là, elle pourrait être n'importe où dans le code. Tant que vous appelez le bon tag, ça c'est finalement le tag de notre axe, il y a n'importe quelle fonction, ça peut mettre dans plusieurs fichiers séparés. Hein. Tant qu'ils sont évidemment réimportés les uns dans les autres, vous vous dites, ok, moi je veux que DirPyGui, il prenne ces données-là, x et y, et qu'il les pousse dans tel axe qui possède tel tag, il va se débrouiller et il va le faire. Tout simplement. Et puis le tag, bah ça pareil, c'est ce qui permettra de retrouver notre série. Et puis ici, on va rajouter un bouton. Et donc le bouton, il ne sera pas tout de suite utile pour le moment, mais là en tout cas, vous voyez que c'est relativement simple. Hein. C'est vraiment, on va juste lui donner les données en X, les données en Y. Si je voulais maintenant avoir deux graphiques superposés, on va juste décommenter cette table-ci. Voilà. Pareil pour ça, en fait, je peux le mettre ici. Normalement, on devrait avoir maintenant deux colonnes avec deux courbes qui devraient apparaître. Une qui est un peu plus pentue que l'autre, si on veut. On a notre data 1, ça l'affiche. On a notre data 2, ça l'affiche. Et ce qui est cool, c'est que ce graphique, il est interactif. Hein. Donc vous pouvez zoomer, dézoomer, vous pouvez rezoomer dans certaines zones. Si vous faites un double-clic, ça le remet à la taille par défaut. Donc rien qu'avec ça, c'est plutôt pratique, on sait où on se trouve. Ça, c'est les fonctions de base de DirPyGui. Mais voilà, il y a des éléments qui m'intéresseraient de rajouter. Une des choses qui est vraiment utile pour moi, quand par exemple je veux mesurer des valeurs d'un capteur ou de pixels dans une image, parce que c'est beaucoup ce que je fais quand je fais des analyses de fluorescence, c'est de pouvoir en fait avoir un système qui, lorsque je viens me rapprocher d'un point, ça me dit « Ah, on est à un point qui a telle valeur en XY » et qui me dit quel est le point le plus proche. Donc une annotation dynamique de mon graphique. Bien ça, il y a moyen de le faire. Pour le faire, c'est pas si compliqué que ça. Il va nous falloir rajouter ici un callback quand on interagit avec la souris sur notre graphique. Donc pour faire ça, voyons voir où c'est ici que ça se trouve. Voilà, on a ça. Donc on va rajouter un handler registry. Le handler registry, c'est des fonctions qui vont tourner en boucle, en fait, à chaque fois que vous allez faire un rendu de votre frame, donc 60 fois par seconde. Donc en fait, 60 fois par seconde, il va regarder s'il y a des choses qui se sont passées. Ici, moi, ce que je vais rajouter, c'est des mouse handlers. Donc si je déplace ma souris, si je déplace la roulette de ma souris, si je clique et je déplace, ok, et dès que je vais interagir avec mon graphique, d'une certaine façon, avec ma souris, je vais déclencher la fonction plot change callback. Allons regarder ce qu'elle contient. Plot change callback. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va faire plusieurs choses. La première chose qu'elle va réaliser, en gros, c'est de venir ici détecter s'il y a des plots, des courbes qui sont dans mon graphique. Donc en fait, l'objectif de ça, c'est d'éviter de rechercher des éléments qui n'existent pas. Donc en fait, dès que je vais bouger ma souris, que ça soit dans le graphique ou n'importe où, en fait, le mouse handler, il se déclenche partout. La première chose que je vais faire, c'est de me demander, est-ce que ma souris est au-dessus de mon graphique? Donc c'est ce qui se passe ici. Donc déjà, est-ce qu'il y a une série qui est sélectionnée? On s'en fout un petit peu. Mais là, on va dire, est-ce qu'il y a des courbes dans mon graphique? Est-ce qu'il y a bien une ligne qui est dans mon graphique? Et on va aussi se demander, est-ce qu'il y a bien un plot? Okay. Donc est-ce qu'il y a un plot? Est-ce qu'il est superposé? Et est-ce qu'on s'approche d'une série qui a déjà été tracée? Donc ça, c'est des petits checks qui permettent d'éviter de faire des mesures, des calculs qui sont inutiles. Donc les différents if que vous voyez ici, c'est juste se dire, est-ce qu'il est pertinent de se demander
si notre curseur est proche d'une courbe. S'il n'y a pas de courbe, il n'y a aucun sens à aller étudier cette courbe-là. Plutôt logique. Ce qu'on va avoir ensuite, c'est une fonction que j'ai définie ici, qui s'appelle find_closest_point, dans laquelle on va donner 4 choses. On va donner les 2 coordonnées x et y de ma souris. Donc vous voyez, quand vous faites dpg get plot mouse pose, ça va simplement nous dire, ok, la souris relative sur ce graphique. Donc en fait, ce n'est pas les coordonnées en pixels dans notre canvas, c'est bien les coordonnées que vous voyez ici en bas. Vous voyez, c'est en gros, ça va nous dire, si je fais get mouse pose mouse, je sais plus quoi là, ça me dira 91.2.0.005. Donc ça nous donnera ça. Et ensuite, ce qui va également récupérer ici, c'est, ce dont la fonction a besoin, c'est également les valeurs en x et les valeurs en y de ma courbe. Donc en fait, c'est finalement, vous comprenez peut-être que le but de faire le find closest point, c'est qu'en fait, c'est une fonction qui va des coordonnées de ma souris, mesurer la distance entre mon curseur et tous les points sur le graphique et me rendre l'index du point le plus proche. Donc en fait, pour vous résumer ça, tac, on va aller sur Paint, c'est le plus simple, voilà, on va sur Paint, on regarde ici, ok, je suis un peu proche, on va prendre une ligne ici, et on a en fait notre souris. Et il va nous faire quoi? Il va nous demander, tiens, quelle est la distance? Ça va être simplement une distance euclidienne, entre ce point-là, le distance entre ce point-ci, la distance entre la souris et ce point-là, entre celui-ci et celui-là, et ainsi de suite. Donc il va mesurer sur tous les points. Et c'est pour ça que c'est pertinent de vérifier si votre souris est bien sur votre graphique avant de faire ce calcul-là, parce que là, on a 20-40 points qui sont affichés. Si vous avez des courbes avec des milliers de points, vous n'avez pas forcément envie qu'à chaque fois que vous déplacez votre souris n'importe où ailleurs, ça recalcule sa distance par rapport à tous les points de votre graphique, ça peut être un petit peu lourd. C'est pour ça que c'est que quand on est dans cette zone-ci que ça fait ce calcul-là. Donc lui, il va mesurer ça, puis il va me dire, ah ben en fait, le point le plus proche de ma souris, c'est celui-ci, ça va me rendre son index, genre c'est 0, 1, 2, 3, 4, ça va dire que c'est l'index 4. Donc c'est le point qui est en coordonnées x, y autant, qui est le point le plus proche. Et on va venir rajouter une annotation sur notre graphique. Et cette annotation, elle va se faire tout simplement ici. Donc en gros, il nous donne l'index. On peut récupérer dans nos données x et y la valeur de cet index-là. Donc on va dire, ok, c'est voilà, ici par exemple la 4e valeur. Donc en fait, on est en 0,79 et on est en 36. Non, 42. Bref, pas très important. Et on va rajouter une annotation. Donc ça, c'est un outil de graphique que je vous ai déjà montré dans la vidéo d'introduction, dans le code démo, où vous allez pouvoir dire, ok, à ce point-là, dans ce graphique-là, je mets une petite boîte. Dans cette petite boîte, je mets tel texte. Donc en fait, on va avoir quoi ici comme annotation? Eh bien, les valeurs de ce point-là. Donc si maintenant je réactive, je relance mon code, ça devrait fonctionner vu que j'ai réactivé le handler registry. Est-ce que c'est bon? Oui. Je crée une courbe. Et vous voyez que ça marche. Alors là, il m'engueule parce qu'il y a d'autres fonctions qui sont désactivées. Donc on va ignorer les messages d'erreur, c'est totalement normal. Mais vous voyez qu'ici, là maintenant, on a bien ça. Ça me dit bien le point le plus proche, il est à telle position, il est en XY autant. Et ça peut être vraiment très précieux quand vous voulez explorer un petit peu vos données. Si maintenant, j'ai deux courbes, vous voyez qu'il prend par défaut la première. Parce que, une fois de plus, c'est pour éviter d'avoir des soucis de calcul qui est très compliqué. On pourrait faire en sorte qu'il va regarder la distance avec tous les points de toutes les courbes pour me donner le plus proche. Ça peut être pas mal. Sauf que moi, dans mon cas, des fois, je dois aller regarder des points qui sont très proches les uns des autres. Ça serait un enfer. Donc, j'ai préféré faire un système où je vais dire, tu cherches spécifiquement sur cette courbe-là ou cette courbe-ci. Comment sélectionner la courbe qui nous intéresse? On peut simplement rajouter ici un menu. Donc ça, c'est pareil. C'est moi qui l'ai programmé manuellement. Donc, on va aller revoir où ça se trouve ici. On a en gros... donc on est en gros dans notre graphique, dans notre plot. Donc si on retourne dans la fenêtre de notre plot, c'est ici. Dès qu'on déclenche la fonction plot, c'est finalement ça qui nous intéresse. Dès qu'on déclenche notre fonction plot, donc en fait c'est même plutôt callback, ou alors c'est plutôt lambda. Voilà, self-plot, exactement, c'est ça. Notre fonction plot, en fait, quand on crée une courbe, on ajoute une line série, mais on va rajouter un bouton qui apparaîtra dans le menu contextuel. Donc en fait, là on a notre line série. Si on fait clic droit sur la légende, ça va déclencher ce bouton-là. Et ce bouton-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lance tel callback. Et ce callback-là, c'est select série. Donc il va simplement sauvegarder dans une variable le nom
l'identifiant plutôt, de la série qui a été sélectionnée. En fait, ça c'est un petit détail, mais quand vous avez des callbacks de DearPyGui, il va vous envoyer sender, appdata et userData si vous le définissez. Le sender, c'est l'identifiant, le tag de qui envoie le callback. Donc si c'est le bouton, ça va envoyer l'identifiant du bouton. L'appdata, ça va être éventuellement la valeur du sender. Donc si par exemple c'est une checkbox, quand vous avez cliqué sur la checkbox, ça va dire la checkbox de tel identifiant a été mis en vrai ou a été mis en faux. Et le userData, c'est des données custom que vous pouvez transférer dans ce callback-là. Ici, justement, ce que je vais donner comme userData, c'est l'identifiant du last item, qui est la line série. Donc quand je clique sur le bouton, ça va dire à ma fonction select série, eh bien, c'est la courbe DemoData 1 ou DemoData 2 qui était sélectionnée. Et quand je clique sur ça, et que je clique sur lui, ça dit à mon programme, sélectionne DemoData 2. Et maintenant, hop, il vient se recoller à ça. Donc là, c'est évidemment un peu plus complexe parce que c'est pas juste on rajoute une ligne et puis dire PyGuy fait tout à votre place, mais vous voyez que c'est relativement simple. Le code ici, il reste assez compact, vous pouvez l'explorer assez facilement et ça nous rajoute une fonctionnalité qui est plutôt cool. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Je sais que ça fait déjà 16 minutes qu'on est en vidéo à peu près, mais il reste encore des choses incroyables que vous pouvez faire. Parce que ce graphique-là, il est bien, il est beau. Vous pouvez le manipuler, vous pouvez le changer, vous pouvez zoomer, vous pouvez le modifier, mais admettons que ça soit par exemple un graphique scientifique pour une publication, je trouve que c'est pas parfaitement optimal, d'accord, de juste faire un screenshot de ça et puis de dire voilà mon graphique, ma publication. Alors on pourrait changer le thème, mais c'est un peu pénible. C'est là que finalement, Matplotlib, ça a beau être lent, lourd et compliqué, ça peut quand même être cool pour faire des beaux graphiques. Et donc je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte d'utiliser DearPyGui pour visualiser rapidement et efficacement le graphique, mais d'ensuite créer une figure Matplotlib avec les mêmes paramètres, mais en ayant plus de contrôle dessus? La réponse est bien évidemment oui. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va retourner dans notre code ici, et vous allez voir que j'ai créé une fonction plotCanva. Cette fonction plotCanva, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va commencer par créer une figure et un canevas Matplotlib. Donc ça, c'est simplement le format image, la structure qu'utilise Matplotlib. Si vous avez l'habitude d'utiliser, vous connaissez ça c'est quasiment certain que vous connaissez ça. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, que fait ce petit bout de code-là? Il va simplement récupérer tous les enfants de nos axes. Alors, qu'est-ce que c'est les enfants de nos axes? Vu que quand on crée un graphique, vous vous rappelez, quand on clique sur ce bouton-là, il dit « Rajoute un line plot avec comme parent y-axis ». Donc, notre axe Y, il est le parent de deux courbes. Et ça, on peut le vérifier, on peut le débugger rapidement. Si on va dans l'item registry, normalement, on devrait retrouver ici Windows. On a ensuite plotWin, on a plot, on a y-axis qui contient effectivement nos deux enfants. Donc, ce que fait notre code, c'est qu'en fait, il va dire « Hé, axe Y, donne-moi tous tes enfants. » Et ces enfants, c'est les courbes. C'est les fameuses courbes que vous avez ici, qui sont donc des séries avec les données qu'il y a dedans. Okay? Donc, on va dire « Donne-moi les axes que tu as. » Et je vais maintenant récupérer leurs valeurs. Donc je vais récupérer leurs valeurs en x et y, grosso modo. Je vais réextraire les données. Et ces données-là, je vais pouvoir les réinjecter dans Matplotlib ou dans Seaborn que j'utilise actuellement. Donc en fait, ça, l'avantage avec ça, c'est que ça ne va pas plot toutes les données brutes que vous avez. Si par exemple, dans ça, vous avez 10 000 datasets avec plein de colonnes, avec plein de colonnes et plein d'éléments, mais en fait, quand vous cliquerez sur un bouton qui crée un graphique Matplotlib, ça ne reprendra que ce qui est visible. Okay, ça ne reprendra que ces éléments-ci. Et j'ai rajouté une autre option pour être bien certain que ça reprenne exactement le style que vous avez ici. C'est la possibilité d'également reprendre le scaling de vos différents axes. Et ça, il est désactivé pour le moment, mais on va le réactiver tout de suite. Remontons ici. Ok. Donc là, en fait, on a deux fenêtres qu'on va recréer. On va avoir plot setting et le bouton plot. Plot setting, en fait, il va nous montrer l'item qui est settings win ID et c'est ceci. Que contient cette fenêtre? Là maintenant, plus on est en train de jouer avec le programme, plus ça devrait être facile pour vous de reconnaître que en fait, c'est chaque fois la même chose qu'on fait ici. Ici, j'ai quoi? Je crée une fenêtre. Dans cette fenêtre, je crée un groupe. Dans ce groupe, on a simplement un titre et une zone de texte. En fait, c'est simplement un endroit où on pourra dire le nom du graphique, le nom qui apparaîtra
en légende de notre graphique Matplotlib. Et ensuite, on aura 4 inputs qui sont finalement le crop gauche, droite, bas, haut. C'est pour savoir en fait à quel point on est décalé. C'est pour rescale nos axes, tout simplement. Et en fait, cette fenêtre-ci, les valeurs de cette fenêtre-là, on pourra les modifier manuellement. Ok, on va le faire maintenant. Hein. Mieux vaut aller étape par étape, je pense. Donc on a notre truc qui apparaît ici. Les deux boutons viennent d'apparaître. Quand je clique sur Plot Setting, vous voyez que là, en fait, ça va de 0 à 1 et de 0 à 1. C'est les axes par défaut. Je peux modifier ces valeurs-là. Mais ce qu'on peut également faire, c'est en sorte que dès qu'on va scroll dans notre graphique, eh bien, ça va automatiquement mettre à jour nos valeurs. Et vous le voyez en haut. Ça, c'est ça qui est aussi génial avec DearPyGui, c'est que vous pouvez donc entrer des inputs. Alors ici, c'est évidemment des chiffres, donc c'est plutôt des chiffres ici, avec les petites flèches, mais vous pouvez programmatiquement les déplacer, les modifier. Ce qui est le cas ici. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple, c'est que dans notre plot change callback, on a, donc là c'est la fonction qui est déclenchée dès qu'on interagit avec la souris sur notre plot. Eh bien, il va y avoir cette partie-ci. Voilà. C'est 4 lignes de code qui disent, en fait, tu reprends le minimum du graphique, et on les a ici facilement. Hein. C'est-à-dire que là, il y a une méthode qui s'appelle getAccessLimit. Il nous dit, voilà, sur notre plot, le x minimum, il est là, le x maximum, il est là, le y minimum, il est là, le y maximum, il est là. Et puis, ces valeurs-là, on les récupère et on les pousse dans notre graphique. On les pousse dans nos données ici. Donc là, par exemple, il va voir que c'est 0,05, enfin 0,039, donc il se trouve ici jusqu'à 1,039. Si je les déplace, à chaque fois que je bouge ma souris, il récupère les deux limites des axes, il les repousse là-dedans. Et puis, ces valeurs-là, elles vont nous servir plus tard, quand on va vouloir créer le plot Matplotlib. C'est que quand on cliquera sur le bouton plot, on va le suivre. On va le suivre. Il se trouve tout simplement là. Quand on clique sur plot, ça déclenche la fonction plot canva. La fonction plot canva, elle crée le plan de vent, on l'a déjà vu ici. Elle crée ces éléments ici. Et là, hop là, on y est. On va limiter nos axes en fonction des valeurs de la fenêtre qui contient left, right, up, down de nos crops. Et donc, ça va reproduire ça. Donc, pour résumer facilement, on a nos données brutes ici, qu'on peut plotter dans notre graphique, on peut afficher les données, et puis maintenant on va pouvoir dézoomer, rezoomer. Quand on clique sur plot, il va récupérer les limites des axes, il va récupérer le nombre de données qui sont plot dedans, donc le nombre de courbes, il va récupérer les coordonnées de chacun de ces points, et aussi le nom de ces courbes, donc DemoData 1 et DemoData 2, et qu'est-ce qu'il va faire? Tada! Là, il vous fait un canevas, un plot Matplotlib. Et évidemment, dans cette fonction plot, toutes les fonctions de Matplotlib, changer le fond, changer la couleur des courbes, changer les notations, déplacer la légende, changer la police, tout ça, vous pouvez le faire. Hein. Vraiment, là, c'est comme un code Matplotlib classique. Et au final, vous avez votre image qui peut être un peu plus adaptée pour faire des publications, pour partager. Vous voyez que si par exemple, là, je vais zoomer ici pour avoir un truc comme ça, un peu plus propre, je clique sur plot, paf, ça le fait automatiquement. Et un autre truc qui est génial, il n'est pas dans ce code démo là parce que ça rajoutait un peu de complexité, mais j'ai dans d'autres codes que je partagerai plus tard sur mon repo GitHub, c'est qu'on peut directement prendre cette image, l'injecter dans le clipboard, de telle sorte qu'en fait au moment où vous cliquez sur plot, ça crée cette image là, vous allez dans Word ou autre, vous faites CTRL-V, l'image elle est déjà dedans, ça vous la pousse et ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, là je sais qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été traités dans une vidéo unique. Okay, il y a beaucoup de choses qui vous tombent dessus. Je parle en plus assez vite, évidemment. Mais là, c'était juste aussi pour vous dire, regardez, il y a ce code-là, il existe. Il n'est pas si compliqué. On vient de le parcourir ensemble. Et puis, selon vos usages, vous voulez dire, ok, moi, finalement, la partie Matplotlib, je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux, c'est un graphique interactif. Pas de souci. Vous enlevez la fonction plot canva. Vous enlevez le bouton plot qui a le callback ici, vous enlevez la partie plot setting et vous avez votre graphique comme vous voulez. Et si vous voulez rajouter des éléments, eh bien, libre à vous. Mais en tout cas, ici, en 200 lignes à peu près, voilà, avec plein de commentaires, plein d'espace, vous arrivez à faire un super graphique interactif avec une annotation et qui est capable de se reporter sur Matplotlib. Plutôt cool. Plutôt cool. Et aussi, un autre dernier détail, c'est un point de vue performance. Ces graphiques-là, il faut vraiment y aller pour les blesser. Il faut vraiment envoyer beaucoup de données pour commencer à avoir une perte de performance. C'est vraiment très bien optimisé. Il y a vraiment pas trop de soucis. Ce qui va prendre un peu de calcul, c'est évidemment la partie ici de mon ajout qui mesure la distance entre tous les points, où là c'est un petit peu plus lourd. Mais vous le voyez même bien ici dans le show metrics.
vous avez des graphiques qui sont quand même très denses et qui se remettent à jour très rapidement. Si vous essayez de faire pareil avec Matplotlib, ça sera moins rapide. Surtout que là, vous pouvez mettre des intervalles qui sont énormes. Donc, vous pouvez avoir des milliers, des millions de points. Et vous voyez que ça n'a absolument aucun impact sur le framerate de notre programme. Ce qui est plutôt cool. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Hein, c'est quand même une vidéo qui est assez longue, comme les autres. C'est déjà plutôt sympathique. Mais on va aller un tout petit peu plus loin dans la prochaine vidéo. Parce que ici, bon, c'est bien rigolo. C'est bien rigolo d'avoir nos graphiques, nos données, de pouvoir les présenter ici. Mais si maintenant je veux modifier, chipoter avec ces données, à pouvoir les multiplier, les inverser, les agrandir, les rétrécir, faire des calculs dessus, comment faire? Bon, en temps normal, vous le ferez en code. Voilà, vous dire, bon, là j'ai ça, et puis je rajoute du code qui fait le delta entre les deux, et ainsi de suite. Et c'est vrai, mais moi dans mon cas, j'aimerais bien avoir un moyen pour traiter des données rapidement. Mon use case personnel, c'est donc, je fais des mesures de fluorescence du photosystème d'eau de microalgues, on s'en fout un peu, mais en gros ça génère des courbes particulières, et de ces données-là, on mesure des pulses, et ce qui m'intéresse, c'est par exemple mesurer le delta entre deux pulses, et plus la distance est élevée, plus l'organisme est en bonne santé, bref. C'est-à-dire qu'il y a des moments, pour certaines mesures, où je suis amené à devoir faire des calculs dans mes graphiques, et j'ai la giga flemme d'à chaque fois faire mes graphiques, les exporter en fichier CSV, les lancer dans un autre script pour après les traiter, pour refaire des données, pour les réexporter, pour les visualiser. On veut pas ça. On veut de la simplicité. On veut de la rapidité. Et qu'est-ce qui permet de rendre du traitement de données facile et rapide? C'est évidemment un éditeur nodal. Voilà. Et la prochaine vidéo traitera d'un moyen de modifier les données avec un éditeur nodal. C'est génial. Voilà, tout simplement c'est génial. Si ces dernières vidéos vous ont intéressé, alors là la prochaine, elle va encore plus vous intéresser, j'en suis sûr. Donc on se dit à très bientôt. Votre temps, commentaires, laissez la cloche, regardez dans la description, il y a tout plein de liens utiles, c'est super cool. Au revoir.